Tu veux te spécialiser dans les locks fines? Bienvenue sur Mona Lisa Locks and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de locks fines, Mona Lisa Locks, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les locks fines qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré d'épisode de podcast, mais j'avais envie de parler d'une conversation que j'ai eue avec Lisa et ça semble plus adéquat de le faire dans cet épisode en mode on prend un Milan, on discute, on papote, plutôt que d'en faire un post Instagram. Donc, allons-y. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te raconter, comme je te l'ai dit, la conversation que j'ai eue avec Lisa parce que pendant quelques minutes, j'ai vraiment eu l'impression de parler à une personne totalement différente. Et pour que tu comprennes ce que je m'apprête à t'expliquer, tu dois vraiment savoir que Lisa, c'est une bête de négociation. Mais vraiment, pour elle, négocier, c'est normal, c'est comme respirer. Elle négocie tout. Et même quand on voyage, que ce soit à Barbade, à Sainte-Lucie ou aux États-Unis, c'est un réflexe pour elle de ne pas prendre pour argent comptant le prix ou les conditions qui lui ont été annoncées. Donc, que ce soit les contrats, les partenariats, les prestations, les différentes conditions de contrat ou des délais, elle va forcément trouver un petit angle pour pouvoir, si jamais la proposition ne nous satisfait pas totalement, pour pouvoir adapter ça et la rendre plus acceptable pour nous. Et je ne dirais même pas que c'est qu'elle le fait parce qu'elle aime négocier, mais c'est juste qu'elle n'a pas peur de demander. Elle n'a pas peur du non, elle n'a vraiment pas peur de déranger et elle n'a pas peur de prendre sa place. Si tu as déjà rencontré Lisa ou si tu as même déjà vu des vidéos d'elle sur Instagram, tu peux te rendre compte qu'elle elle est vivante, elle est extravagante, elle ne passe pas inaperçue. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui demande, qui vit et qui n'en a rien à faire, en fait, de si elle est appréciée ou pas, tant qu'elle est en raccord avec qui elle est elle-même. Donc, quand elle m'a raconté la situation dont je vais te parler aujourd'hui, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui était différent, il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Pour te donner le contexte, Lisa devait faire une négociation pour son compte personnel, donc pas pour le business, mais juste pour elle. Donc cette fois-ci, les négociations qu'elle entreprenait n'avaient rien à voir avec l'intérêt de Mona Lisa Locks. Et je pense que c'est là que ça a joué aussi sur elle, parce que l'attachement émotionnel était différent. D'ailleurs, c'est différent quand tu négocies pour toi, pour ta famille, pour quelque chose qui te touche personnellement, plutôt que quand tu négocies pour le business. En tout cas, nous, même moi d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'arrive vraiment à identifier parce que quand il s'agit purement de négocier pour Mona Lisa Locks, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est facile parce que je me dis que la personne qui est en face de moi est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on sait très bien que là, on met nos sentiments personnels de côté et on cherche juste chacun la meilleure proposition qui va s'adapter à nos business respectifs. Donc, il n'y a pas d'ego qui rentre en compte, il n'y a pas de considération euh, vis-à-vis de l'argent. Tout ça, on est juste en train de parler chiffres et de parler business. C'est tout. Et même si derrière, je sais que dans chaque business, et ça a été le cas aussi quand on a construit Mona Lisa Locks, il y a eu des sacrifices, des week-ends qu'on a passé à travailler, des heures qu'on a passé à discuter et à planifier. Il y a eu des décisions difficiles à prendre. Il y a eu des investissements qu'on n'était pas obligé de faire, mais qu'on a choisi de faire, des moments où on n'a pas gagné, des moments où par contre on a beaucoup gagné. Et évidemment que tout ceci, ça crée un attachement émotionnel envers ton business. Mais je pense qu'on a quand même appris à faire la différence entre ce qu'on ressent et les décisions qu'on doit prendre. Alors, je préfère te prévenir parce que cet épisode ne sera pas aussi long que les épisodes précédents. C'est juste que je voulais vraiment partager ça et j'avais pas envie de laisser passer le moment, en fait. Donc, pour revenir à ça, quand Lisa négocie pour le business, elle sait ce qu'elle veut. Souvent, parce que c'est le résultat d'une analyse financière de notre business, mais aussi d'une réflexion sur est-ce que c'est aligné avec notre vision et nos valeurs. C'est vraiment, en général, des choses qu'on a négociées en amont. Je vais pas dire en général parce que c'est tout le temps ça, en fait. Avant tout achat financier, bon, si Lisa doit, ou moi, on doit faire un achat de 50 ou de 100 euros, on va pas discuter de ça. Je parle vraiment de montants assez conséquents. Là, forcément, on en a discuté en amont. Donc, elle sait pourquoi on le veut, elle sait ce que ça vaut.
Elle sait ce qu'elle est prête à accepter pour Mona Lisa Lux ou pas. Et elle sait aussi ce qu'elle n'est pas prête à accepter. Donc, quand elle demande quelque chose, elle le demande franchement. Quand elle défend un prix, elle le défend à fond. Et quand elle négocie une condition du contrat, c'est vraiment pas dans la demi-mesure. Et surtout, elle accepte sans problème la possibilité qu'on lui dise non. Son mantra, c'est vraiment, je demande, si on me dit non, on me dit non, on passe à autre chose. C'est fini. Parce que on sait pertinemment qu'un refus, ce n'est pas un rejet. Tu vois, un prospect qui te dit non pour une installation, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi que cette personne rejette, ce n'est pas ton travail, ça ne dit rien de toi. Quand un partenaire refuse une proposition que tu lui as fait, ben, idem, il a ses raisons et ce n'est pas un jugement de valeur qu'il porte sur nous. Et quand quelqu'un refuse une négociation, parce que ça arrive, pareil, pour nous, on ne se sent pas offensé et nous ne sommes pas dans la position où on a offensé la personne. C'est juste qu'il a refusé la proposition. Ok, basta, ça s'arrête là, c'est tout. On passe à autre chose ou alors on fait une autre proposition et on continue la conversation. Et ça, elle le gère très bien. Mais là, c'était pas pareil. Parce qu'elle ne négociait pas pour l'entreprise, elle négociait pour quelque chose qui lui tenait à cœur, profondément à cœur, personnellement. Quelque chose qui touchait à sa famille et à son quotidien. Et surtout, elle négociait quelque chose qu'elle avait peur de perdre. Et à partir du moment où tu as peur de perdre quelque chose, tu ne réfléchis pas de la même manière puisque il y a cette peur, cette émotion qui interfère dans l'analyse objective que tu devrais faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant le non qui lui a fait peur, la possibilité que la personne refuse, c'est vraiment tout ce que ce non pourrait lui enlever. C'est-à-dire qu'elle s'est projetée sur ce qu'elle pourrait obtenir pour elle et sa famille si cette personne lui disait oui. Et si cette personne disait non, ben pareil, elle s'est projetée sur ce que ça enlevait dans sa projection. Je sais qu'on aime croire qu'on est rationnel. On aime croire qu'on analyse les choses objectivement et qu'on prend des décisions logiques. Mais dès que quelque chose compte vraiment pour nous, dès que ça touche notre famille, et en tout cas ça c'est beaucoup le cas pour moi, à notre confort, à nos rêves ou à notre qualité de vie, à quelque chose qu'on aime quoi, profondément, qui nous tient à cœur, ben on devient quelque chose, on devient quelqu'un d'autre, tout simplement. Et c'est exactement ce que j'ai vu ce jour-là chez Lisa. J'ai vu apparaître une Lisa que je ne connaissais pas. Une Lisa qui avait peur de perdre quelque chose qu'elle aimait vraiment. Et donc, cette peur l'empêchait d'aller à l'attaque et de négocier comme elle a l'habitude de le faire. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la vitesse à laquelle elle avait commencé à négocier avec elle-même, du coup. Avant même que la personne en face ne dise quoi que ce soit, elle avait déjà commencé à réduire ses attentes, à diminuer ses standards et à revoir à la baisse ce qu'elle voulait vraiment. Comme si elle cherchait inconsciemment à augmenter ses chances d'obtenir un oui. Et je la comprends. Combien de fois on veut quelque chose, mais on ne le veut pas suffisamment pour pouvoir risquer d'avoir un refus. Combien de fois on sait exactement ce qu'on voudrait demander, mais on va présenter une version un peu plus, enfin, qui nous semble un peu plus raisonnable, un peu plus acceptable, un peu plus confortable pour l'autre. Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, qu'il se vexe, qu'il dise non, et que ça affecte la relation, que ça affecte la suite de ce qui est censé se passer. Et finalement, ben, on devient nous-mêmes la première personne à réduire nos standards. Et c'est là que je lui ai posé la question qui m'intéressait réellement. Ben, de quoi tu avais peur? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas négocié comme tu as l'habitude de le faire? Qu'est-ce qui t'a empêché de dire exactement ce que tu voulais? Qu'est-ce qui t'a empêché d'assumer pleinement ton besoin? Pourquoi tu as diminué tes attentes avant même de savoir si elles allaient être refusées? En plus, je lui ai envoyé ce qu'elle me dit tout le temps, depuis des années, parce que, crois-moi, des fois c'est moi qui doute, des fois c'est moi qui ai peur, des fois c'est moi qui commence à revoir mes ambitions à la baisse. Et dans ces moments-là, elle me dit toujours la même chose. Dis ce que tu veux. La pire réponse qu'on puisse avoir, c'est non. Mais assume ce que tu veux. Et elle a raison. Elle a raison. Parce que ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas le non, c'est juste une information. Et après, ben, tu passes à autre chose. Mais au moins, tu sais, tu as cette information. Au moins, tu n'es pas resté avec ce petit goût amer là, de ne jamais avoir essayé ou d'avoir demandé moins que ce que tu voulais. Et finalement, de pas savoir si tu aurais réellement obtenu ce que tu voulais, si tu avais osé dire. Là où je veux en venir avec cette histoire, c'est que même les personnes qui nous paraissent les plus fortes ont des endroits où elles deviennent vulnérables. Et c'est précisément
pour ça, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, qu'on a besoin de personnes autour de nous qui nous connaissent suffisamment pour voir quand nous sommes en train de nous éloigner de nous-mêmes. Je ne peux pas compter le nombre de fois où mutuellement on se ramène à nos visions, souvent les visions qu'on a en commun pour Mona et Zalox, ces visions de vie qu'on a en commun aussi, mais tout ce qu'on a aussi pour nos enfants, pour notre famille, pour notre bien-être, tout ça, on en discute et du coup, je suis parfaitement au courant de ce qu'elle veut et elle sait parfaitement ce que je veux aussi. Donc, quand elle sent que mes décisions m'éloignent de ça, elle me ramène à l'objectif final. Et ça fait pas toujours plaisir. Donc, vraiment, je te souhaite d'avoir dans ton entourage des personnes qui sont capables de te dire, ben là, ce n'est pas toi qui es en train de parler, ou bien tu es en train d'agir par peur, ou tu es en train de diminuer tes standards. Reviens à ce que tu veux vraiment. Et rien que pour ça, je suis profondément reconnaissante d'avoir ça avec Lisa, parce que je sais que même quand je commence à me perdre, hein, elle va me ramener. Et c'est totalement réciproque parce qu'à ce moment-là, elle ne s'est pas rendue compte. D'ailleurs, je pense pas qu'on se rende compte tout de suite qu'on est en train de s'éloigner de notre vision. Mais à ce moment-là, il a fallu que je la ramène à sa vision finale. Et le truc, c'est que son raisonnement pour ne pas mener cette négociation de manière aussi vigoureuse qu'elle le ferait habituellement était parfaitement logique. Je veux dire que ça avait du sens. Et si elle l'avait présenté à n'importe qui d'autre que moi, on lui aurait certainement dit, oui, tu as raison, ça se comprend, c'est déjà très bien ce que tu as, sauf que je connais Lisa. Et moi, tout ce que j'entendais derrière son raisonnement logique, c'était de la peur. En soi, cet épisode, il n'est même pas sur la négociation ou sur la peur. Il est vraiment plutôt sur les personnes que tu choisis de mettre autour de toi dans ta vie. Parce que dans ce genre de moment, et on en vit souvent, très souvent même quand on est à son compte, je pense que c'est primordial d'avoir une personne qui te connaît autant que toi-même. Parce que la peur, on en a tous, hein, tous les jours dans le business, dans nos finances, dans nos relations, dans nos projets. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais le vrai sujet de cet épisode, ce sont les personnes qu'on choisit d'avoir dans nos vies. J'allais dire, je crois qu'on sous-estime la valeur d'avoir quelqu'un qui nous connaît vraiment, mais je crois pas qu'on sous-estime ça, en fait. C'est juste que c'est devenu tellement habituel quand on a cette personne à nos côtés qu'on s'en rend même plus compte que ce qu'elle fait, ben, tout le monde ne le fait pas forcément. Et je parle vraiment de quelqu'un qui te connaît, hein, vraiment. Tes ambitions, qui connaît tes peurs, qui connaît tes mécanismes d'auto-sabotage, qui connaît tes excuses préférées, les histoires que tu te racontes quand tu commences à douter. Quelqu'un qui te connaît suffisamment pour repérer immédiatement quand là, tu n'es plus toi-même. Parce que comme je t'ai dit, son raisonnement était cohérent, mais ça ne lui ressemblait absolument pas. Et ça, je ne peux le voir que parce que je la connais très bien. Je sais comment elle réfléchit, comment elle agit quand elle est alignée, et je sais aussi comment elle agit quand elle commence à avoir peur. Donc, je sais reconnaître la différence. Et elle fait exactement la même chose pour moi, parce que, crois-moi, des moments où je me raconte des histoires, même très intelligentes, hein, pour justifier pourquoi je devrais finalement viser plus petit ou faire autre chose que ce qui était prévu, il y en a. Et souvent, elle me regarde et elle me dit simplement, Clarisse, ça, c'est pas toi. C'est pas toi du tout. Et je le sais que quand je commence à m'éloigner de ma vision ou diminuer mes ambitions, ou que je prends une décision qui ne me ressemble pas, Lisa le voit tout de suite et inversement. Et je crois que c'est pour ça qu'on avance aussi vite ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est toujours d'accord, pas du tout, ou qu'on pense pareil, ou même qu'on se confronte, que nos idées ne se confrontent jamais. C'est justement parce qu'on arrive à se dire les choses sans se vexer, sans s'énerver l'une l'autre, parce qu'on est suffisamment attachés l'une à l'autre pour se soutenir mutuellement, mais aussi suffisamment honnête pour pouvoir se challenger. Donc, aujourd'hui, si je pouvais te souhaiter une seule chose, ce serait de trouver ta personne. Cette personne qui te connaît, cette personne qui connaît tellement bien la version la plus alignée de toi-même qu'elle est capable de reconnaître immédiatement quand tu commences à t'en éloigner. Parce que dans les moments où tu doutes, c'est souvent elle qui va te ramener à toi-même. On va s'arrêter là. Je te dis à la prochaine. Bye. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à Mona et Zalox Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de notre laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.